Oui, d'abord, je suis très ému, naturellement. Je pense à cet amateur d'art africain qui se trouve aujourd'hui dans un potager céleste et qui fut président de la République française. Pas un potager, c'est un jardin potager parce qu'il avait la main verte. Tout le monde sait que le salon d'agriculture, il était imbattable. Bien. Alors, j'ai emprunté, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à Marguerite, j'ai emprunté le titre de cette intervention à Marguerite Yourcenar. Il y a un livre qu'elle a écrit, vous êtes tous des gens intelligents et cultivés, donc vous connaissez par cœur, qui s'intitulait « Quoi l'éternité ?» Alors, ce qui m'intéressait dans ce « Quoi l'éternité », c'est qu'il y a une espèce de double entente dans ce qu'on dit de « Quoi l'éternité ?» Il y a d'une part une espèce de surprise de comment l'éternité existe, et il y a aussi une espèce d'agacement. Et quoi encore, etc. Il me semblait que ça s'appliquait pas mal à cette chose que l'on appelle la modernité. Quoi la modernité? C'est quoi la modernité? De quelle modernité parle-t-on? Parle-t-on de la modernité du siècle des Lumières, qui fut l'âge obscur qui inventa la colonisation, apporter la civilisation aux autres, ou est-ce qu'on parle d'une autre modernité qui est beaucoup plus complexe? Alors, il me semble, il y a comme ça un souvenir qui me revient. Joachim, comment il s'appelait celui-là? Ioannidis, Christo Ioannidis, avait organisé au Gropiusbau à Berlin une exposition qui s'appelait Die Epoche des Modernen. Et mon ami Alphonse Hug, qui était mon ami à l'époque, m'avait invité pour casser du sucre sur Christo, parce qu'il estimait que cette exposition faisait fi de toute la partie de l'art du monde, parce qu'il n'y avait dans cette expo que Frida Kahlo et Diego Rivera qui n'étaient pas européens. Donc je suis venu prêter main forte à Alphonse, à cela près que je lui ai dit que Christo, dans sa manière d'entendre la modernité, il n'y avait pas plus que Frida Kahlo et Diego Rivera, ou peut-être qu'il y en avait un ou deux autres qui avaient été oubliés, comme Ernest Mancoba. Donc en tout cas, par rapport à la définition eurocentrée, il avait tout à fait raison. Inutile de vous dire que Alphonse ne m'a pas invité à Berlin pendant 10 ans après. Donc la modernité dont je veux parler est un signe, certains d'entre vous sont familiers avec la phénoménologie, un signe ne signifie rien, c'est ce qu'on nous explique. Il ne signifie quelque chose que lorsqu'il est chargé d'un sens. Alors évidemment, donc, dès qu'on dit modernité aujourd'hui, on pense à un sens, celui dont il a été chargé par l'Occident, mais il en a d'autres. La modernité en soi ne veut rien dire si elle n'est pas appliquée. C'est un petit peu comme une langue qui ne serait pas parlée. Or, à côté de la modernité occidentale, il y a d'autres modernités. Il n'est pas dit que cette espèce de main basse sur la modernité, qui est un mot ouvert, si vous ouvrez votre dictionnaire, en principe, ça s'oppose au classique, et il n'y a pas de connotation autre. Mais aujourd'hui, il est un tas de connotations qu'il faudrait élargir. J'ai un grand respect pour l'histoire de l'art occidental, mais il est d'autres histoires dont il faudrait tenir compte. Alors je vais commencer par vous lire un extrait d'un texte écrit par un académicien français, Jules Romain, au début du XXe siècle. Et je voudrais que les âmes sensibles se retiennent parce que ça peut être assez violent. Je n'accepte la discussion qu'avec des gens qui consentent à faire l'hypothèse suivante. Une France ayant sur son sol métropolitain 10 millions de Noirs, dont 5 ou 6 millions dans la vallée de la Garonne. Le préjugé de race n'aurait-il jamais effleuré nos vaillantes populations du Sud-Ouest ? Aucune inquiétude. La question s'était posée de remettre tous les pouvoirs à ces nègres fils d'esclaves. J'avais prévenu, c'est violent. Il m'est arrivé d'avoir en face de moi une rangée d'une vingtaine de noirs purs.
Je ne reprocherai même pas à nos nègres et nos négresses de mâcher du chewing-gum. J'observerai simplement que ce mouvement a pour effet de mettre les mâchoires bien en valeur et que les évocations qui vous viennent à l'esprit vous ramènent plus près de la forêt équatoriale que de la procession des Panathés. La race noire n'a encore jamais donné, ne donnera jamais un Einstein, un Stravinsky, un Gershwin. C'est magnifique. Jules Romain, académicien, qui a écrit... Enfin bref, nous allons oublier Jules Romain. Mais voilà, je vous situe cela, la France, terre d'asile, la Révolution, la patrie de Voltaire et compagnie. Voilà ce qui s'écrivait. Je vais vous passer la liste longue de toutes les théories qui se situaient à l'époque sur la nature primitive, etc., de Lévi-Bruhl. Mais je préfère, et c'est là que nous allons entrer dans une espèce de mise en perspective de cette modernité dont je voudrais vous parler, qui encore une fois n'est pas plus exclusive que l'autre. Et cette fois-ci, je fais appel à mon camarade Arthur Rimbaud. On sait qu'il a fini trafiquant d'armes et mangeur d'opium en Éthiopie. Je demande s'il n'a pas un peu traficoté aussi des humains, mais moi je ne retiens de Rimbaud que le gamin de Charleville-Mézières. Donc voici ce qu'il dit, et ça vient d'une saison en enfer. Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent. Les jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. On croirait qu'il avait lu Jules Romain. Damné si je me vengeais. Il faut être absolument moderne. Magnifique. Alors je me demande si tous les damnés de la Terre, ce que Frantz Fanon appelait les damnés de la Terre, se retrouvant à Paris, avaient lu ce texte d'Une saison en enfer et s'étaient dit, oublions les méchants, oublions les hableurs, oublions les racistes de tout poil, oublions les suprématistes de tout poil et soyons résolument modernes. Alors je situe, moi, cette affaire après la Deuxième Guerre mondiale, la Première, pardon, et la Première Guerre mondiale est assez intéressante, la grande boucherie, énorme boucherie, où d'ailleurs les Africains, les fils d'esclaves, comme disait Romain, ont servi de chair à canon, pas mal. Donc la guerre s'achève, il y a un de mes camarades que j'aime beaucoup qui meurt à petit feu à cause de cette guerre, un éclat dans le cerveau, l'enchanteur pourrissant, Apollinaire. Mais bon, il y en a eu des millions, je ne me souviens que d'Apollinaire parce que je ne pouvais pas faire le décompte de tous les autres. Mais c'est aussi cette époque-là, donc on nous parle des nègres, mais c'est aussi pendant cette période tout à fait formidable qu'il y a eu l'affaire Dreyfus. Vous vous souvenez comment cette France avenante a condamné le pauvre capitaine. Il se trouvait, et c'est de ça que je veux parler, des rencontres. Il se trouvait des gens de bonne volonté comme Émile Zola pour accuser. Il n'accusait pas la France en particulier, il accusait simplement tous les bonimenteurs, tous les gens qui se basaient sur on ne sait trop quoi pour faire on ne sait trop quoi. Alors, le paradoxe de cette France-là, c'est que pendant qu'il y a tout cela, Lévi-Bruhl, etc., Jules Romain, il y a aussi cette France formidable, une France comme on ne la connaîtra plus, une France que je regrette, quoique, ne sachant pas exactement comment j'aurais été reçu à l'époque, je ne suis pas sûr de regretter, mais je regrette cette période. d'Anne Frank en a écrit un livre que je vous invite à lire, qui est Le temps des bohèmes, où on avait l'impression à l'époque que tout le monde, en fait, était un étranger. Alberto Giacometti, je me suis dit que j'allais en parler, mais très peu, parce que
j'ai le contrôle de Gérard Fromanger à côté, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais Alberto Giacometti est resté suisse toute sa vie, il parlait français avec un accent terrible. Pablo Picasso, qui avait demandé la nationalité française à laquelle elle a été refusée parce qu'on le soupçonnait d'anarchisme, a décidé de ne plus jamais la réclamer. Il est resté espagnol toute sa vie. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Citroën d'avoir fait, enfin, ça c'est la famille, on ne va pas parler de ce qui fâche. La famille Picasso, sans doute, savoir qu'il y a une Citroën qui s'appelle Picasso, bon, chacun son truc. Mais bon, voilà que Pablo représente le fleuron de l'automobile française. Donc pendant qu'il y a les essentialistes qui bétonnent, il y a les artistes qui cartonnent, les artistes qui vont voir ailleurs, qui cherchent, qui trouvent tout d'un coup dans d'autres formes les moyens d'opérer leur révolution. Il fallait tuer le père. Je veux dire que toute cette histoire de l'art occidental était en train de mourir ou de se répéter, de se ressasser. Et donc tout d'un coup, il y a ce que Emmanuel Berle avait appelé la vague nègre. Il avait appelé ça la révolution nègre d'ailleurs. Et donc tous ces gens qui avaient produit tous ces objets, qui étaient tous des anonymes évidemment, qui faisaient dans le rituel. Je me souviens de Breton, ce cher André, enfin bref, qui comparait à un moment l'art africain avec l'art océanien par exemple, disant l'art africain c'est un peu tristounet, c'est rituel, etc. Il n'y a pas de dimension cosmogonique comme dans l'art océanien. Enfin, toujours est-il qu'il y avait des artistes qui ont trouvé qu'il y avait à faire. Alors, je regarde ces formidables dames qui sont à l'origine de la Révolution. C'est-à-dire que nous sommes dans l'impressionnisme, etc. Et tout d'un coup débarquent ces formes un peu étranges qui vont libérer la création artistique à ce moment-là. Donc Paris est ce bouillon de culture où tout se croise, tout se fréquente. Il y a ce type qui avait tout compris. Mais on dit à tort, surtout les Africains afrocentristes, que sans l'art nègre, Picasso, etc., Picasso s'intéressait à l'art ibérique. Il y a vu des statues avec une histoire assez amusante là-dessus, d'avant Jésus-Christ, qu'il avait inspiré également. Ce qu'il aimait, c'était les formes archaïques, et c'est pas seulement l'art nègre. Donc voici Pablo en son atelier, et on voit toutes les présences. Et donc, pour continuer dans ce paradoxe français, France terre d'asile, c'est aussi, en même temps à peu près que Romain écrit son Bastringue, que le jury Goncourt, incroyable, donne un prix en 1924 à René Maran pour son roman intitulé Patois-là, véritable roman nègre. Or, si vous lisez le roman, c'est pas indispensable, c'est pas la littérature un peu compassée, mais il y avait, parce que Maran était à l'époque un administrateur, décidément, madame, faites tout pour vous faire remarquer. La prochaine fois, c'est quoi? Fanfare qui va débarquer. Du coup, vous me faites perdre le fil de ce que je racontais. Et donc, René Maran était un administrateur colonial, il écrit ce roman, et il fait une préface. Et la préface de ce roman est bien plus intéressante que le roman lui-même. Bon, le roman vaut, comme ça, si vous voulez, comme document historique. Et dans sa préface, il critique le système colonial. Et ce qui se passe juste après, c'est qu'il est mis à pied. Alors, il finira misérable, etc. Mais ce Paris qui vibre est une chose formidable pour les petits nègres qui débarquent.
Je me souviens de Senghor me disant que quand il était à Dakar, il lisait les petits ouvrages de la presse catholique. Son rêve, c'était de devenir professeur au Collège de France, d'être agrégé latin-grec. Enfin, la France, c'était sa maman. Donc imaginez ces gens qui débarquent à Paris pour être parisiens, tout en sachant que le maximum qu'ils pourront être, c'est parisiens, français, jamais. C'est d'ailleurs Senghor qui écrivait dans un de ses poèmes Ah, ne dites pas que je n'aime pas la France, je ne suis pas la France, je le sais. Donc, ils débarquent dans cette France, qui va être un bouleversement pour eux. Et il y a concomitant entre cette vague nègre, cette émulation comme ça, il y a d'autres choses, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Et c'est pour moi ce qui frappe dans la magie parisienne, parlons-en, c'est que le nègre débarquant à Paris comprend en quoi il est nègre. Ça explique un peu quand James Baldwin me racontait qu'il a découvert, je disais, bon, il est un peu attardé ce garçon, il m'a dit, j'ai découvert que j'étais noir en sortant de Harlem. Parce que la question de noir, de négritude, etc. n'existait pas à Harlem. C'est dès que j'ai franchi la frontière que j'ai compris. Donc ces braves gens qui débarquent à Paris, en France, la capitale de la métropole, arrivent, bon, de quoi rêvent-ils sans doute, voir la Tour Eiffel, la Sorbonne, etc. Et découvrent tout d'un coup un Paris un peu étrange, un peu agité, avec des gens également qui mettent la main à la pâte, qui critiquent des choses qui leur semblent inéluctables. André Gide va au Congo, revient du Congo et écrit un texte brûlant sur son retour du Congo, où il raconte ce qu'est la colonisation. Alors, c'est toujours amusant, mais je suis sûr que nous en avons tous fait l'expérience. C'est cette espèce de dédoublement qui nous permet de mieux comprendre. Je comprends toujours mieux Paris quand je reviens à Paris. Je vois Paris différemment. Quand je suis à Paris un peu longtemps, je ne vois plus Paris, je suis dans une espèce de routine. Et c'est un petit peu ce qui arrive à tous ces gens qui sont là, bon, la colonie, la métropole, c'est comme ça que ça se passe. Nous ne valons rien. Et ils débarquent et ils voient que Gide écrit des choses, ils voient que Man Ray fait des choses. Ils voient cette dame qui est la coqueluche du tout Paris de l'entre-deux-guerres, qui danse avec des ceintures de bananes, une dame, Joséphine, en hommage à laquelle, Jean-Loup Pivin est là pour me contrôler, un petit hommage, nous avons appelé la revue que nous avons fabriquée Revue Noire, il y avait un peu de Joséphine dedans. On voulait même faire une première couve pour rigoler avec une ceinture de banane. Mais toujours est-il que voilà quelqu'un qui va être, comme on dirait les jeunes aujourd'hui, une star. Et je me souviens d'une émission de France Inter que j'écoutais. Je n'appelle jamais les radios, mais voilà, France Inter, c'est le sommet, la culture, etc. Puis j'entends ces spécialistes de la spécialité parler de Joséphine Baker, la Martiniquaise. Bon, j'ai failli arrêter la voiture à appeler en disant elle est née à St. Louis, dans le Missouri. Et donc Joséphine Baker est une figure assez intéressante pour moi, parce qu'il me semble que Joséphine a joué avec tous les clichés, sans jamais s'oublier. Elle dit c'est ça qu'ils veulent, on va le leur donner. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais elle a été décorée, elle a été officier de la Résistance. Elle a fait de l'espionnage pour la Résistance pendant la guerre, etc., etc. Elle a été à la marche pour les droits civiques. Bref, cette dame qu'on retient comme ça, avec des choses extravagantes, des robes, était vraiment une femme de caractère, et une femme qui avait une conscience terrible et qui savait qui elle était. Et donc, les petits gars qui débarquent comme ça vont commencer à savoir un peu ce qu'ils sont. C'est une période formidable. On la voit ici, le bal Bullier, le bal nègre de la rue Blomet.
C'était des endroits extraordinaires. C'est-à-dire que pour être branché, j'emploie un anachronisme parce que je ne pense pas qu'on employait le mot à l'époque. Il fallait aller danser la biguine, il fallait aller à Montmartre, il fallait aller. Bricktop était une danseuse qui tenait un bar. Bref, tout ça fonctionnait. Il y avait quand même une espèce de France à deux vitesses. Vous savez, un petit peu comme quand vous voyez que vos gamins peuvent parler, peuvent exprimer des idées, puis des gens vont vous dire « mais ils sont brillants », vous dites « comment ?» Ils sont juste mes gamins. On n'arrive pas à voir finalement... Eh oui, c'est pour vous que je dis ça. On n'arrive pas à les voir parce qu'ils sont trop près. Et donc, les Noirs français, appelons ça comme ça, faute de mieux, étaient vus comme de braves garçons. Alors que ceux qui venaient d'Amérique, d'abord, alors que les tirailleurs avaient tiraillé, les Américains étaient des libérateurs. Donc il y avait comme ça quelque chose, il y avait un statut supplémentaire, ils parlaient anglais, donc quand même. Et donc ils ont importé le jazz, ils ont importé tout cela, mais ils étaient quand même malgré tout noirs. Et si certains, comme Richard Wright, comme Langston Hughes, etc., tous partis de la Renaissance de Harlem, si certains se sont installés en France, c'est parce qu'à l'époque, je suis certain que vous êtes toutes familiers avec la chanson magnifique Strange Fruits. On parle de corps, les fruits étranges dans le sud de cette Amérique-là, ce sont les Noirs qui sont pendus aux arbres pendant les lynchages. Alors pour moi, la modernité de l'Afrique ou des Africains commence en Amérique. Il faut revenir en arrière, puisque je vous ai dit que j'avais parlé d'une modernité un peu différente de celle dont vous avez l'habitude d'entendre parler. Je le disais tout à l'heure, on emploie le terme moderne pour l'opposer au terme classique. Et donc on dit, je ne sais pas qui, mais on dit que les Africains n'avaient pas de modernité simplement parce que l'art qu'on appelait primitif n'était pas considéré comme un art. Or, c'était un art, c'était des objets avant, et puisqu'on dit art, c'est un art que j'appellerais classique. Et donc, dès lors que l'on change, qu'on s'oppose ou qu'on évolue en oubliant le classique, on devient moderne. Et la Harlem Renaissance à Harlem, dont beaucoup de peintres vinrent vivre à Paris, s'exilèrent à Paris, c'est un moment où les Noirs américains décident d'être modernes, entre guillemets. Et pour eux, la modernité passe par le fait de tourner le dos à l'esclavage et de revendiquer des origines. Alors ce sont des moments qui sont toujours assez amusants, parce que c'est un peu comme une éruption d'acné, où les gens tout d'un coup se réveillent et ça part dans tous les sens. Donc les gens deviennent africains. D'ailleurs, le type de l'Alabama devient africain, donc ils se mettent à peindre des choses africaines, ils se mettent à rêver d'une Afrique formidable, Afrique rêvée. Ça me fait penser à Glissant, la différence entre le pays rêvé et le pays réel. Mais toujours est-il que tout cela leur donne l'impulsion de se mettre à fabriquer des choses et de montrer au monde qu'ils existent et qu'ils ont quelque chose à exprimer et qu'ils n'ont pas toujours été des esclaves, qu'avant d'être des esclaves, ils étaient des êtres humains. Et donc cette renaissance de Harlem va avoir un impact à Paris. Alors ici, il y a un monsieur qui a été, quand on parle des rencontres, là c'est une rencontre d'école, c'est Claude Pompidou, qui est là, à Louis-le-Grand, et le type qui est un peu au fond et très noir, c'est Senghor. On voit une forme, on sait que dans la photo il y a un noir, donc la tache noire, c'est Senghor. Non. Quand on va chercher les images, on ne trouve pas toujours les images de la meilleure qualité. Et donc, voilà Senghor qui débarque et qui va à Louis-le-Grand. Et donc, ce Senghor-là, c'est le type qui veut être prof à Paris,
vivre la vie parisienne, etc. Et c'est Pompidou qui va le déniaiser, il va lui dire « Non, Coco, tu votes pour qui? La politique, c'est comment ?» Senghor dit « Quoi, la politique ?» etc. Et Pompidou, à l'époque, était socialiste, mais bon. Jacques Chirac, dont on parlait récemment, paraît-il, était communiste au début. Mais d'après ce que j'ai lu, il se contentait de vendre l'humanité. Jamais été communiste. Mais Claude, enfin Georges Pompidou, je ne sais pas pourquoi je lui donne le prénom de sa femme, parce que je suis féministe, exactement. Georges Pompidou était socialiste, était un fêtard, il allait au théâtre, il lisait de la philosophie, etc. etc. Et Senghor, je dis, c'est pas mal tout ça. Donc il y a d'un côté la renaissance de Harlem, et de l'autre côté, il y a la découverte comme ça des possibilités qu'offre Paris, le théâtre, les nightclubs, les alcools, enfin, et aussi cette manière qui est propre à Paris, cette manière d'invisibilité. Alors il y a un auteur américain qui avait créé Invisible Man, Ralph Ellison, qui critiquait la condition nègre aux États-Unis, et ce dont il parlait, c'était l'invisibilité dont ils étaient frappés, invisibilité sociale, invisibilité artistique, invisibilité humaine. Mais ici, l'invisibilité dont je parle à Paris, c'est celle dont parlait Richard Wright, le grand écrivain noir-américain. Il disait à Paris, personne, bon, j'imagine qu'il a un peu idéalisé, personne vous montre du doigt, à Paris, vous êtes invisible, dans le sens où vous n'êtes pas quelqu'un de particulier, vous n'êtes pas un danger. Aujourd'hui, il paraît que quand les gamins de banlieue arrivent le samedi à Paris, tout le monde se planque, mais bon. À l'époque, en tout cas, et surtout, ce sont des gens qui, Richard Wright par exemple, qui dit Paris c'est formidable, on est invisible, c'est quelqu'un qui vient d'un pays un peu étrange. J'ai entendu parler de Jess Owens, qui a gagné 5 ou 6 médailles d'or aux Olympiques de 1936, et qui a rabaissé la moustache du Führer. Et quand on lui demande, bon, l'Allemagne et tout ça, c'est comment je ne sais pas, vous me parlez, c'est d'Adolphe, je ne connais pas trop, mais ce que je sais, c'est que quand j'y étais, j'étais dans le même hôtel que les gens de mon équipe, j'étais dans un truc, bon, il a un peu fait la gueule, il n'est pas venu me remettre mes médailles, mais sinon... Et quand je suis rentré à New York chez moi, quand on célébrait l'équipe nationale, j'ai dû prendre l'entrée par les cuisines. Donc voilà, ils sont à Paris, il n'y a pas ce genre de séparation étrange. Et donc, voilà comment cette bande, ce trio, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, qui n'avait pas encore le sens esthétique qu'on lui connut plus tard. Ses lunettes sont quand même redoutables et sa coupe de cheveux terrible. Mais voilà, ces gens-là se rencontrent. Et là encore, quand on parle de rencontres, donc il y a les rencontres avec les autres. Tous ces gens-là seront copains avec Picasso, avec toute la bande de l'école de Paris. Mais il y a aussi d'autres rencontres. C'est-à-dire que Césaire et Senghor, c'est encore une rencontre dans la rencontre. Encore une fois, Senghor est un Benet, à peine déniaisé quand il débarque. Et Césaire, qui est plus jeune que lui, est déjà un type radical, qui a lu plein de livres interdits, qui ne croit pas en Dieu, etc., etc. Alors que Senghor faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque à lui le Grand, les Talas. Alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les Talas, c'était ceux qui allaient à la messe. Donc c'était un Tala. Et donc ces gens-là débarquent, se rencontrent et découvrent qu'il y a une autre... enfin, il y a une vie après l'Afrique, il y a une vie après les Caraïbes, il y a une vie après la vie. Et donc, David Elliott a écrit quelque chose qui me paraît intéressant à considérer sur cette modernité. Alors il dit « L'Afrique a-t-elle jamais été une entité moderne, sinon par sa colonisation ? Peut-on imaginer par exemple une Afrique sautant à pieds joints par-dessus sa période
moderne pour arriver directement à l'indépendance, devenant ipso facto postmoderniste, s'absolvant ainsi de ce sentiment de retard et de sous-développement qui caractérise de nombreuses cultures postcoloniales dans le monde. On marque un temps d'arrêt. À moins que l'idée de modernité n'ait pas le même sens et ne dispose pas de la même signification selon le lieu et le contexte. La modernité doit-elle toujours se référer à nos concepts occidentaux? La question sur laquelle nous allons débattre tout à l'heure. Ma réponse à moi, c'est non, évidemment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et donc, ces braves gens se disent, ça suffit. Nous voyons ce qui se passe, nous voyons comment ça fonctionne, et nous apercevons que finalement, ce qu'on nous a dit, c'est de la blague. Ce qu'on nous a dit sont des mensonges. Ce qu'on nous a dit, c'est pour nous maintenir dans cette espèce d'état de servitude, pour que nous nous disions, finalement, nous sommes nés comme ça, nous ne pouvons pas faire autrement. Il y a même quelqu'un qui disait, encore un Tala, il disait un jour, il n'y a qu'à lire la Bible, c'est facile. Il y a un tel qui a fait ça et tout ça, il s'appelait Cham. Il a été maudit, sa descendance a été maudite aussi. Cham était noir. En même temps, dans la manière dont l'Europe raconte ses histoires, Judas était roux. Donc méfiez-vous du type un peu bizarre, on va tout de suite vous le coller quelque part. Et donc, il résume, le père Sangor, il résume très bien cette période. Je vais faire une petite pause pour laisser de jeunes gens fatigués le temps de pouvoir venir s'asseoir, au lieu de rester collés à la porte. Non mais vous empêchez d'autres retardataires d'entrer. Vos téléphones sont débranchés. Alors, voilà. Maître Sangor sur un arbre perché. C'était dans les années de l'entre-deux-guerres. Quelques dizaines d'étudiants africains s'étaient réveillés parmi d'autres jeunes gens, des Antillais, comme eux dépouillés, nus et noirs. Ils avaient, des années durant, récité leurs ancêtres les Gaulois et décliné la rose avec les roses d'oreille. Voilà qu'on leur en faisait le reproche, et de leur apprendre qu'ils n'avaient pas de patrimoine, qu'ils ne sauraient jamais bâtir, tels les enfants sur la plage, que des maisons d'imitation de sable. Mais voilà que les assises de l'Occident étaient ébranlées, que de vigoureux penseurs livraient bataille contre la raison, tandis que les francs-tireurs surréalistes, cubistes, dadaïstes, infiltrés derrière les lignes ennemies, attaquaient les PC de la logique avec les armes miraculeuses de l'Asie et de l'Afrique. Depuis la fin du XIXe siècle, n'y voyez pas un message privé à Jacques Chirac, il est mort, respect jusqu'à demain. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, en effet, les orientalistes et ethnologues les avaient entassés dans les musées et les bibliothèques. Ceux-ci furent nos maîtres qui nous sauvèrent du désespoir en nous révélant nos propres richesses. Mais non, nos maîtres véritables, nous allâmes les chercher au cœur de l'Afrique, à la cour des princes, dans les veillées familiales, jusque dans les retraites des sages. C'étaient les griots et les sorciers, ce qu'on appelle là-bas maîtres de tête ou encore mieux, voyants. Donc voilà tout d'un coup qu'un patrimoine qui est un petit peu balancé comme ça, méprisé, redevient un moment de fierté. Et ce moment de fierté, encore une fois, ne peut se faire que dans l'émulation qui se passe autour. Par exemple, William Rubin, vous connaissez tous William Rubin, qui a fait cette exposition qui s'appelait « Le primitivisme dans l'art du XXe siècle », qui a eu un succès énorme, 2 volumes, c'était au MoMA.
a écrit en parlant de Pablo: seul un artiste qui s'était montré capable, avec une telle précocité et une telle facilité d'imiter le type de peinture que son père défendait, pouvait la mettre aussi spontanément au défi. Pouvait comprendre aussi vite que quelque chose était faussé à la base dans ce qu'elle disait et la façon dont elle le disait. Quoi au juste? Picasso ne le verrait clairement que grâce au choc, à la révélation qu'il eut devant les masques et fétiches tribaux au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et alors, devait-il dire plus tard, j'ai compris ce qu'était le sens même de la peinture. Imaginez, Picasso dans les années 30, 40, c'est déjà un monsieur, pas n'importe qui. Et de voir que tous ces gens, les Derain, les Matisse, même Matisse, etc. Donc tout d'un coup, il y a un truc qui dit, finalement, on ne vaut pas rien. On ne vaut pas rien, mais maintenant, comment est-ce qu'on va inventer ça? Comment est-ce qu'on va réécrire tout cela? Eh bien, ils ont décidé d'appeler leur mouvement la négritude. La négritude qui est intéressante elle aussi, parce qu'on pourrait dire rapidement, nous effleurons, nous survolons l'histoire, on pourrait dire que la négritude, comme la Renaissance de Harlem aux États-Unis, marque le début de l'époque moderne. Et pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Parce que tout courant trouve un contre-courant. Et si je puis dire que la négritude a marqué le premier courant moderniste en Afrique, c'est parce qu'ensuite la négritude a été contredite, combattue. Vous vous souvenez sans doute de la phrase Ole Shoinka, mais un tigre ne montre pas sa tigritude, il bondit. Donc voilà, pour l'instant, on va faire avec la négritude, c'est pratique, c'est bien, puis c'est aussi un moyen de se sentir en famille, de réinventer des choses, de déchiffrer des choses. Évidemment, cette négritude est un petit peu à tous azimuts, parce que, comme le disait Senghor, ils ne connaissaient pas les masques, ils ne connaissaient pas tout ça, ils ne savaient même pas qu'ils avaient de la valeur, parce que c'était des objets. J'insiste sur le terme objet, parce que qui a décidé qu'un masque, c'est autre chose qu'un objet? Si ce ne sont les marchands de sable qui lui prêtent une valeur. Mais ces masques qui étaient des objets libres et qui se retrouvent en cage, un masque dansant qui ne danse pas, est-il encore un masque, etc., etc. Et toujours est-il qu'ils découvrent une esthétique, ils découvrent des choses, et surtout, ils sentent qu'il y a là-dedans une part d'eux-mêmes, alors que des gens écrivaient, des gens informés, des historiens de l'art, des gens très compétents évidemment, écrivaient « L'art de l'Afrique est anonyme. Ces produits sont des emblèmes plutôt que des reproductions de la réalité, des symboles plutôt que des copies. » Alors ce brave type dont je tairai le nom parce que je ne suis pas un assassin, il trouve que l'art c'est de la copie, ou je sais pas, symbole plutôt que copie. Parce que l'art c'est pas plutôt symbole que copie, enfin même, il se contredit lui-même. Mais bon, c'est ce qui fonctionne. Et donc eux décident de fabriquer un autre langage. J'écrivais à un moment qu'ils font appel à tous les tam-tams, à toutes les chansons, à toutes les traditions. Et quand vous lisez leur poésie, il y a toujours du tam-tam, il y a toujours du ballard, il y a toujours du... jusqu'à plus soif d'ailleurs. On comprend comme ça qu'une poussée d'acné vous emmène... Ce mouvement qui a été très important, il faut comprendre, quand on passe du silence. Il y a quelque chose... Kierkegaard, type qui a écrit Mémoire d'un séducteur, qui est un grand philosophe, comme vous le savez tous, avait défini l'accès à la parole de l'enfant comme étant l'appel du silence. En gros, dit-il, un enfant entouré de gens qui parlent d'un bruit auquel il ne peut pas participer se sent obligé de participer. Donc le silence, ce n'est pas le silence qui est autour de lui, c'est son propre silence qui le pousse à parler. Et donc vous savez comment sont les enfants quand ils commencent à parler, c'est pas tout à fait au point. Mais l'avantage c'est qu'ils commencent à parler. La négritude, c'est ce moment où
les enfants commencent à parler. Or, dans le courant de la négritude, il y a présence africaine. En présence africaine, c'est déjà quelque chose qui se décale de la négritude, parce que Alioune Diop, qui crée cette maison d'édition, mais Présence africaine, c'est d'abord une revue, et sur les fonds baptismaux de cette revue, on trouve Sartre, on trouve Gide, on trouve toute l'intelligentsia. Picasso a même fait des couvertures de la revue, mais on trouve aussi Georges Ballandier, il a publié, enfin, il y a plein d'auteurs qui n'étaient pas nécessairement africains ou noirs qui y ont publié, mais cette revue et plus tard cette maison d'édition a réussi la prouesse de publier les auteurs les plus importants, ce qu'on appellera les classiques de la littérature africaine aujourd'hui. Mais là encore, c'était, je me souviens d'un radiophoniste, comme on appelle ça, un disque jockey de radio, qui avait un mantra que je trouvais formidable. Il disait more music, less talk. Et donc là, Alioune Diop se dit bon, c'est bien de parler, maintenant il faut produire des choses. La poésie c'est bien, mais il faut entrer et s'inscrire dans l'action. Et donc Présence africaine va être l'outil et l'instrument de cette action. Voilà, il y a la mission Dakar-Djibouti. Là encore, quand Léris en revient, Léris qui accompagne Griol et sa bande, me dit j'y allais pour trouver une autre humanité, Paris me fatiguait, et je reviens en ayant découvert un monde séparé où il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de fraternité. Évidemment, il y a monsieur Jean-Paul, ce cher Jean-Paul, qui était un type très agaçant. Je discutais de lui un jour avec un ami écrivain. Il me disait c'était terrible quand Sartre vous faisait une préface. Parce que Sartre a fait une préface, par exemple, aux œuvres de Jean Genet. La préface de Sartre, c'est plus de 1000 pages. Donc, vous voyez, c'est terrible. Et donc, il y a cette anthologie qui paraît en 1948, les presses universitaires de France, dans leur collection qui s'appelle Territoire français ou Territoire d'outre-mer, demandent à Senghor de rassembler une anthologie de la poésie nègre et malgache. Donc Sartre rassemble la fameuse place Sartre. Vous voyez, je dis Sartre. C'est Senghor qui la rassemble. Et Sartre dit, je veux bien écrire la préface. Et malheureusement, ce dont on se souvient le plus de cette anthologie, qui rassemble d'excellents poètes, c'est la préface de Sartre, qu'il a appelée Orphée noire. Alors, je vous lis la préface qui ne fait pas 1000 pages, mais qui est assez conséquente et qui dit ce qu'elle a à dire. Parce que d'aucuns commencent à reprocher à tous ces gens d'être un peu brouillons, ça fait des ordres, ils font des manifestations, de la même façon que les surréalistes avaient manifesté pour empêcher l'accès à l'exposition coloniale. Donc ils publient des pamphlets, c'est un peu trop, quoi. On sent. Et puis c'est une période, là, nous sommes en 1948, nous sommes en train d'arriver dans les années où l'Empire français va commencer à tanguer un petit peu. Bientôt, l'Algérie va commencer à dire il y en a assez, ensuite l'Indochine, etc. Plus tard le Cameroun, mais ça personne n'en parle jamais. Mais bon, donc je ne parlerai pas du Cameroun. Donc voilà ce qu'écrit Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce donc que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ses bouches noires, qu'elles allaient entonner vos louanges? Cette tête que nos pères avaient courbée jusque à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vu. Donc voilà, le saisissement d'être vu. Sartre, évidemment, il parle en tant que Sartre. Il me semble qu'il y a un double entendre qu'il a omis dans ce saisissement d'être vu. Je ne pense pas qu'ils étaient
si obsédés par la manière dont ils étaient vus. Je pense que ce qui les intéressait, c'est la manière dont ils se voyaient eux-mêmes. Et je pense que le premier saisissement pour eux fut celui de se voir. Et de se voir en tant qu'ils pouvaient rêver d'être. Alors il y a parmi, parce que nous sommes dans un institut où il y a de l'art, hein, même si ce sont des cours particuliers, il y avait des artistes, j'en ai retenu quelques-uns. Wilfredo Lam qui débarque à Paris et qui va immédiatement se mêler à toute cette faune, artiste cubain, qui vient donc à Paris pendant que Cuba est, quelqu'un avait dit, la maison close des États-Unis, avant la révolution castriste. Et il est là, donc il se fait ami, les amitiés se passent assez facilement, il devient ami avec toute cette bande. Et il est important, de temps à autre, on parle de migration ou d'immigrés, etc. Ce qu'il y avait de formidable dans Paris à cette époque-là, je n'y étais pas, mais j'imagine, d'après tout ce que j'en ai lu, c'est que la communauté qu'on a appelée la communauté bohème était une communauté d'immigrés, qu'ils fussent français ou pas. Évidemment, il y avait beaucoup d'étrangers, des Italiens, des Suisses, des Espagnols, des Danois. Ils étaient tous un petit peu dans une espèce de monde hors du monde. Et donc, évidemment, comme dans une auberge espagnole, ils accueillaient tous ceux qui, comme eux, étaient des étrangers. Mais cette étrangeté-là, parce qu'on n'analyse jamais la racine du mot étranger. Le mot étranger, ça vient d'étrange. Et quelqu'un d'étrange, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. Comme dirait, c'est la fille ou le père du National Front. Enfin bref, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. Et à l'époque, et aujourd'hui encore, l'artiste, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. Il s'oppose un peu à la vérité du bourgeois. Et donc tous ceux qui ne sont pas comme nous, nos bourgeois, se retrouvent dans une autre famille, qui est la famille des créateurs. Voici le beau Wilfredo. Voici par exemple une expo qu'il avait faite en commun avec Picasso. Et ici, il y a des choses assez coquettes. C'est que je vous parlais de cette période où le nègre, c'est magique, surtout américain. Donc les boxeurs étaient très en vue et on les voyait avec des conservateurs qui leur montraient des statuettes. Je ne sais pas ce que les boxeurs en pensaient vraiment, mais ils se faisaient photographier, ils étaient contents. Il y a quand même dans toute cette histoire, c'est que dès lors qu'on parle de Wilfredo Lam, dès lors qu'on parle de tous ces gens, ils faisaient partie de leur propre mouvement, en quelque sorte. Et dès lors que tout d'un coup ils sont intégrés à des mouvements, qui sont des mouvements occidentaux, paradoxalement, l'histoire de l'art a tendance à les oublier. Et l'un des grands exemples de cet oubli terrible, la jeune Alicia Knock a consacré une petite exposition au Centre Georges Pompidou. Enfin bon, on ne va pas parler du Centre Georges Pompidou, ce sera encore trop long. Mais toujours est-il que cet immense artiste qu'est Ernest Mancoba, qui fit partie du mouvement Cobra, est l'oublié de l'histoire. On parle beaucoup de sa femme Sonia, mais de lui, je me souviens que quand je l'avais rencontré, j'étais très ému de voir ce monsieur, comme ça, qui avait traversé tout ça. C'est lui qui était ému, il dit, quelqu'un vient me voir. Évidemment, aujourd'hui, il y a un marchand danois, ou je ne sais quoi, qui a mis la main sur tout, qui contrôle tout. Mais voilà, ce monsieur était là, pas loin d'ici, dans le 14e, de l'autre côté de l'avenue du Maine, était dans son studio et il était totalement oublié, alors qu'il faisait partie des Cobras. Mais ouvrez n'importe quel livre sur les Cobras, peut-être verrez-vous à un moment, par hasard, une tache sombre quelque part. Je ne sais même pas s'il sera mentionné. Et donc voilà à quoi il ressemblait
quand nous nous sommes rencontrés. Et voilà, donc quand on parle de l'Africain Ernest Mancoba et sud-africain, je trouve formidable aujourd'hui encore tous les gens qui sont capables de dire ça c'est de l'art africain. Moi, je vais vous dire, ça fait un moment que j'essaie de comprendre, je ne vois pas ce que c'est que l'art africain. Je connais des artistes africains qui font un travail artistique, mais l'art africain, je ne connais pas. J'aurais pu intituler ça quoi, l'art africain aussi. Et donc voilà, dites-moi si Maître Ernest était un artiste africain ou pas. Il n'en demeure pas moins qu'il venait d'Afrique du Sud, ça c'est certain. Alors il y a un moment particulier dans cette histoire qui est le congrès des artistes et écrivains noirs qui se tient à la Sorbonne en 1956 et qui est organisé par Présence africaine. Alors là, ça y va, ça brasse, il y a du bouillon de cervelle. Mais il y a aussi, tout d'un coup, les premières limites de l'ingritude se font sentir, parce que les Américains sont là, les Africains sont là, les Caribéens sont là, les gens de Madagascar, et ils sont tous là, en gros, ils disent à Senghor, bon, ton histoire de négritude, là, ça va pas. On est Américains, on a une histoire, bon, c'est vrai qu'on est noirs, on a une histoire, vous les Africains, vous en avez une autre, nous on a la ségrégation, vous avez le colonialisme, on ne peut pas non plus mettre tout ça dans un sac, il faut être plus subtil. Comme quoi, ça prouve bien que l'Africain est un être humain comme une autre, il fait les mêmes bêtises que tous les autres, il met tout dans la même boîte, comme ça. Allez, nègres du monde entier, unissez-vous. Comme disait Baldwin, il disait ainsi, on me fait le porte-parole de tous les Noirs, parce que j'ai écrit un livre et ça s'est trouvé comme ça. Il disait, mais je ne peux pas être le porte-parole de tous les Noirs parce que je n'aime pas tous les Noirs. Et tous les Noirs ne m'aiment pas. C'est une époque où les Black Panthers étaient ce mouvement militaro-machin. Ils traitaient Baldwin de vieux PD, etc., etc. Et d'un autre côté, on voulait qu'il soit. Donc tout ça pour dire que dès qu'on fait des globalités comme ça, qu'on met les choses dans une même enveloppe, il y a un problème. Et donc cette conférence de 56, qui a été un tabac immense pour ces organisateurs, montre les limites et commence à montrer les divergences que les uns et les autres ont apportées à leur philosophie, à leur pensée. Ou plutôt que de penser d'une manière groupée, c'est Brassens, je crois, qui disait que dès qu'on est plus de 2 ou 3, on est une bande de cons. Donc ils sont mis à penser un peu d'une manière plus individuelle. Mais il n'en demeure pas moins que de voir ces dandys devant la Sorbonne, ce sont les étudiants, on sent que c'était cool et qu'ils étaient contents, que la Sorbonne, c'était à eux. Ils étaient là, ils étaient fiers. Et je ne sais pas où elle est passée, elle a disparu. Pour parler des choses de présence africaine, pour parler aussi, il faut être dans l'actualité quand même, de cette affaire sur la restitution, dont on fait grand cas, dont on fait grand bruit. Tous les présidents, enfin, ceux qui savent lire en parlent, et tous les ministres, ceux qui savent lire en parlent, mais je ne sais pas de quoi ils parlent exactement. Ce qui m'a frappé, par exemple, alors que c'est le grand blabla du moment, c'est que pendant ce temps, les droits d'inscription à l'université en France a été multiplié par 10 pour les étudiants étrangers, ce qui concerne essentiellement les Africains et les Asiatiques. Et là, personne n'a rien dit, ils ont juste « rendez-moi mon bout de bois », etc. Et là encore, je ne sais pas combien de ces gens qui parlent connaissent ce film, Les statues meurent aussi,
qui a été fait par le jeune cinéaste Alain Resnais, Chris Marker. Mais les gens commencent à savoir que le producteur de ce film, c'était Présence africaine. C'est eux qui en étaient le commanditaire et le producteur. Et ce que les gens oublient, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que ce film qui essaie de faire parler les statues, et je suis assez d'accord avec leur titre, je crois que les statues meurent aussi et que parfois il faut les laisser mourir plutôt que de leur faire vers une vie qui n'a plus lieu d'être. Si ces objets étaient ce qu'ils étaient, qu'on les rende aux Africains, mais si les Africains sont malins, qu'ils les brûlent, qu'ils les enterrent, qu'ils les remettent dans les forêts, enfin qu'ils cassent un peu le marché mondial qui fait de ces objets. Jacques, le grand Jacques, il a reçu comme cadeau d'anniversaire un jour de M. Dominique un objet qui avait été volé au Mali, qui a été rendu au Mali, mais là, il avait été volé. Mais bon, c'est pas la faute de Jacques, c'est Dominique qui ne savait pas. Et donc ce film, qui sort en 1953, a été interdit pendant 11 ans. Pourquoi? Parce que, évidemment, il parlait de la manière dont ces statues avaient été récoltées, il parlait aussi de la manière dont l'art fabriqué par ces Africains-là avait été perçu. Il y a dans cette division, parce que les Américains n'avaient pas de masque, 1953, les statues meurent aussi, c'est 3 ans avant la réunion de la Sorbonne. Et c'est le moment, je vous disais, où les choses vont un petit peu se séparer. C'est le moment aussi où ces statues dont on nous rebat les oreilles vont jouer un rôle dans cette espèce de dynamique et poser le problème du qu'est-ce qu'on fait. Parce que d'un côté, c'est formidable, comme mes camarades de téléphone nous invitent à le faire, c'est formidable de rêver d'un autre monde, où la Terre serait ronde, etc. C'est formidable de rêver de pays où le miel coulerait, où tout le monde serait un artiste. Bon, je ne vais pas prononcer pour les autres pays, mais le Cameroun, où c'est le même abruti qui dirige depuis 40 ans, le miel ne coule pas. Il y a peut-être eu du miel, mais la source est tarie. Mais bon, c'est pas de la faute de tous ces penseurs. Mais voilà, le problème fondamental d'une pensée globale pose problème. Et Benetta Jules Rosette en parle. Elle dit « D'une perspective sociologique, les questions de l'intégration artistique et politique soulevées par les participants du Congrès de 1956 ne pouvaient pas être envisagées de façon probante avant que l'établissement d'un réseau intellectuel ne s'institutionnalise à travers des séries d'organisations locales et nationales et des commissions de recherche attachées à développer un discours consistant sur l'art et la culture. » C'est la raison pour laquelle les questions culturelles soulevées par le Congrès de 1956 sont demeurées sans réponse. Néanmoins, une vue d'ensemble de ce congrès et de ses implications contribue à comprendre la tension entre l'art sous-tendu par l'identité culturelle et les politiques de libération. Donc voilà, le temps passe, nous filons tout de suite jusqu'à la conclusion de Senghor sur ce festival. Il dit, c'est pas un festival, c'est la conclusion des travaux de la Sorbonne, que nous devions rester fidèles à cet esprit. L'histoire littéraire et artistique de l'Europe nous le prouve. Après l'échec de l'esthétique gréco-latine à la fin du XIXe siècle, les écrivains et artistes de l'Occident ont rencontré l'Asie, surtout l'Afrique, au bout de leur quête. Grâce à celle-ci, ils ont pu légitimer leur découverte en leur conférant valeur d'humanité. Ce n'est pas ce moment, ce n'est pas en ce moment, à ce moment-là, que nous choisirons pour trahir avec l'Afrique noire nos raisons de vivre. C'est très joli, très joli. Mais voilà, Festival de 66, c'est un post-scriptum, puisque nous avons
excéder la période conscrite en ces murs. Le festival de 66, c'est assez intéressant, c'était un beau festival. J'aurais aimé, comme Ulysse, y être et faire ce beau voyage. Il y avait tout, Joséphine était là, Louis Armstrong était là, Duke Ellington était là, etc. C'est la grande fête des retrouvailles. Et il y avait une exposition d'art, je ne sais plus si je disais contemporain ou moderne déjà à l'époque. Et toujours est-il que Iban Diaye, qui est ici, qui a longtemps vécu à Paris, qui est arrivé à Paris en 1948, je crois, Iban Diaye, artiste sénégalais, par exemple, a découvert l'art dit africain grâce à un de ses camarades, un artiste européen qui était ici, Zadkine. Donc lui, il s'en fichait de tout ça. Mais il découvre ça, il découvre aussi qu'il y a un sens à tout cela. Toujours est-il qu'il y a eu un petit problème, une tension entre lui et Senghor, parce qu'il disait « je ne fais pas de l'art nègre, je suis un artiste ». Et Senghor, de toute façon, lui-même est sorti de cette histoire-là pour aller vers un domaine encore plus indéterminé, qui est celui de la civilisation de l'universel. Mais pour en revenir, et pour finir, avec la question de quoi la modernité, je crois qu'il serait bon pour les uns et les autres de se dire que nous ne sommes plus dans ce temps où le siècle des Lumières, l'enfer est pavé de bonne volonté, de bonnes intentions, où le siècle des Lumières a inspiré la France et les pays européens à aller apporter la civilisation au monde. On sait comment ça s'est passé. D'un côté, la Bible, de l'autre, le fouet. Donc j'espère que dans le monde où nous vivons, nous ne parlerons plus d'une modernité monolithique. Nous ne parlerons pas non plus, la formule me dérange un peu, de modernité plurielle. Nous ne parlerons certainement pas d'universalisme. Franchement, si vous en parlez, je sors mon flingue. De modernité, tout simplement. Et qu'il me semble que ce que les gens de la négritude ont essayé de faire, ce que les artistes ont tenté de faire également, c'est essayer de sortir la création autre du giron de l'ethnologie ou des sciences de l'homme. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que dans la grande période de l'Afrique fantôme, l'ethnographie et l'ethnologie ne s'occupaient pas de la Bretagne. C'était par excellence la science de l'altérité, la science de l'autre. Et l'autre, les ethnologues n'étaient pas rimbaldiens. Ils ne disaient pas « je est un autre », ils disaient « l'autre est un autre ». Il vaut mieux qu'il reste chez lui. Et donc, envisageons la modernité, encore une fois, comme un signe, comme des phénoménologues, et regardons-la pour ce que nous allons y mettre, plutôt que de la regarder comme un présupposé. Parce que si nous la regardons comme un présupposé, nous n'y comprendrons jamais rien. D'ailleurs, moi-même, parfois, je me demande. Merci.